Bonjour et bienvenue dans Naturologie, le podcast qui explore les liens entre santé naturelle, équilibre de vie et prévention, sans dogme mais avec curiosité. Je suis Céline Segui, naturopathe, réflexologue et praticienne en psychonutrition, installée à Dolomieu. Aujourd'hui, et après une longue attente je l'avoue, on enfile pour ce troisième épisode ses baskets et on parle du sportif, et plus particulièrement du coureur. Blessures, récupération, hygiène de vie, prévention, que peut-on faire et surtout comment pour courir longtemps, bien et avec plaisir? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Barret, ostéopathe à Dolomieu, avec qui je partage ma salle d'attente, mais aussi un sens de l'humour souvent décalé, pour ne pas dire potache. Mais au-delà en fait de nos blagues, nous partageons surtout une approche complémentaire du soin, ancrée dans l'écoute, le toucher et une vision globale du corps. Comme moi, Édouard exerce une profession tournée vers la santé, mais qui pour l'instant reste en dehors du code de la santé publique. On vous propose donc une conversation entre deux praticiens de terrain pour vous donner des pistes concrètes, que vous soyez coureur du dimanche ou marathonien convaincu. C'est parti pour l'épisode 3 de Naturologie. Bonne écoute. Bonjour Edouard et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous réunit, la prise en charge des sportifs et plus particulièrement des coureurs. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous expliquer ce qui t'a amené à devenir ostéopathe? Je m'appelle Édouard, j'ai 35 ans, je suis le papa d'un petit garçon, Maël. J'essaye de courir régulièrement, je suis plutôt bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien faire l'apéro et voir des gens, et je suis surtout ostéopathe. J'ai suivi une formation au CESO Lyon, qui est une école qui est à Lyon, dans le centre-ville, et ça fait une dizaine d'années que je suis diplômé. Et je suis devenu ostéo après avoir planté médecine. J'ai une amie qui m'a parlé de l'ostéopathie, à laquelle je n'avais pas spécialement pensé. Je voyais déjà des ostéos, mais c'était purement du côté patient. Et puis, à force de recherche et d'y réfléchir, je me suis dit que ça correspondait plutôt bien à ce que j'étais, à savoir un côté un peu réflexion et un côté un peu manuel pour pouvoir allier l'un et l'autre. D'accord, merci. De mon côté, si j'ai choisi ce sujet pour ce nouvel épisode, c'est que le surentraînement conduit à différents problèmes de santé qui pourraient en fait être évités par une bonne prévention. Et les personnes qui pratiquent une activité sportive, dont la course, qu'elle soit modérée, régulière et adaptée, associée à une bonne hygiène de vie globale, ne connaîtront pas ces conséquences en fait. Donc en prenant soin de vous, enfin de chacun, vous limiterez les risques de blessures à répétition, des douleurs musculaires, de la fatigue physique et psychique, des baisses de performance et autres. Et donc du coup, l'hygiène de vie du coureur est essentielle non seulement pour sa santé, mais aussi pour optimiser ses performances. Donc je précise que l'exercice physique est aussi un des piliers de la naturopathie, avec notamment l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress et des émotions. Donc en fait, nous pensons qu'il est indispensable à une bonne hygiène de vie lorsqu'il est pratiqué régulièrement, adapté à la condition physique et associé à une alimentation saine et à des émotions bien gérées. Nous allons à présent explorer ton métier, ton expertise. Et donc la première question, ça va être, pour ceux qui ne connaissent pas bien ton métier justement d'ostéopathe, est-ce que tu peux expliquer en quoi il consiste précisément et comment tu accompagnes tes patients? C'est une bonne question. J'ai fait un peu des recherches avant qu'on en discute aujourd'hui, et en cherchant sur Internet notamment, le petit Robert, l'ostéopathie, le définit comme une affection osseuse et ou une thérapeutique faisant appel à des manipulations sur les os. Et en fait, je pense que c'est en partie vrai, mais en partie seulement, parce que l'ostéopathie, c'est avant tout une approche holistique, ça veut dire globale sur sur toutes les sphères de la personne, et qui a pour but de faire en sorte que les structures fonctionnent entre elles, que ce soit des os, des muscles, des tendons, des articulations, des viscères, et c'est pas seulement autour de l'os, mais c'est vraiment autour de toutes les structures du corps. Comment j'accompagne les patients? Euh, En fait, dans la mesure où l'ostéopathie est une médecine globale, il faut prendre la personne dans sa globalité. Donc, ça veut dire, en général, la consultation, elle se passe toujours à peu près de la même manière. Une partie administrative, une partie anamnèse. En fait, on pose des questions pour préciser le motif de consultation, les douleurs, etc. On fait des tests médicaux s'il y a besoin pour savoir si c'est du ressort de l'ostéopathe ou pas.
Si c'est pas de son ressort, à ce moment-là, on renvoie vers le professionnel adapté. Et ensuite, on fait des tests ostéopathiques de mobilité et on redonne de la mobilité là où il n'y en a pas. Cette prise en charge, vu qu'elle est globale, on intègre forcément la santé mentale, la santé chimique, d'un point de vue nutritionnel, diététique, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue hygiène de vie globale. Et c'est tout ça qui permet cette prise en charge. Sachant, et je le précise, l'ostéopathie, elle est basée sur 4 grands principes. La structure gouverne la fonction et la fonction gouverne la structure. Le corps est un tout, donc tout est en lien. Et il y a une homéostasie, c'est-à-dire qu'une autorégulation du corps. Pour le dire autrement, les choses fonctionnent comme ça parce que les choses sont créées comme ça, mais les choses sont créées comme ça parce qu'elles fonctionnent comme ça. Le corps est finalement un problème, par exemple sur une cheville, va pouvoir impacter une épaule. Et le corps est globalement capable, hors des régulations un peu particulières, de gérer lui-même un problème si on lui donne les capacités pour le faire. On trouve quand même pas mal de similitudes avec la naturopathie. Ouais, tout à fait. Et c'est en ça que nos activités sont complémentaires. Merci. On parle de complémentarité déjà avec la naturopathie, mais d'un autre côté, quelles sont les principales différences entre ostéo et kiné? Parce que c'est des questions qu'on entend souvent. Ouais, c'est une question qui revient très régulièrement au cabinet. Moi, je voudrais surtout insister que plutôt que les différences, c'est le côté complémentaire de l'ostéo de la kiné qui est intéressant. Je vais commencer par le côté kiné, qui est un professionnel de santé établi au Code de santé publique, qui du coup est remboursé par la sécurité sociale si une prescription médicale. Le kinésithérapie, enfin, c'est un masseur kinésithérapeute, donc il fait des massages et de la kinésithérapie, c'est-à-dire du soin par le mouvement. Là où, et dans sa prise en charge, du coup, les rendez-vous sont répétés, on va voir son kiné 1 ou 2 fois par semaine pendant un certain temps. D'un point de vue ostéo, on n'est pas des professionnels de santé inscrits au Code de santé publique, donc on n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent. Et l'ostéo, il va pas, son traitement, c'est pas d'apporter du mouvement pour en faire encore plus, c'est de faire en sorte que ça fonctionne pour que globalement on retrouve du mouvement. C'est quasi kiff-kiff, mais en fait pas du tout. Le kiné va répéter un mouvement pour qu'à la fin ce mouvement il se fasse en plein correctement, là où l'ostéo, il va faire en sorte que le mouvement puisse se faire pour qu'il se fasse. Je sais pas si c'est clair. Ben, en tout cas, oui, enfin pour moi. Merci. Quelles sont, à ton avis, les qualités essentielles pour exercer ton métier? Je pense qu'il faut savoir être un peu à l'écoute de l'autre, qu'il faut avoir un peu une âme de détective pour trouver le problème et ce qui coince. Euh, un de mes profs disait qu'on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Donc il faut aussi aimer se documenter et apprendre l'anatomie, la physiologie, etc. Et puis je pense que dans la mesure où c'est une relation de soins qui se fait face à une personne, il faut pouvoir être capable d'expliquer ce qu'on fait et aimer le contact humain. Et après, si on aime son métier, globalement, ça se passe toujours plutôt pas mal. Je comprends. Du coup, on comprend que effectivement tu aimes ton métier, mais finalement, qu'est-ce qui te passionne le plus? J'ai plein de réponses. Ma première réponse, c'est l'argent, évidemment. Euh, c'est pour la blague, évidemment. Non, ce que j'aime bien, c'est déjà prendre en charge quelqu'un qui est forcément différent de la personne d'avant et forcément différente de la personne d'après. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette réflexion qu'il faut avoir pour comprendre ce qui se passe, l'analyser et pouvoir mettre en place quelque chose et donc avoir un vrai suivi complet de tout ce qui se fait et qui du coup permet de s'intégrer avec d'autres professionnels. On parlait tout à l'heure du kiné ou de la naturo et qui du coup vraiment on apporte la pierre à l'édifice du soin de la personne avec toutes ces professions réunies. On est sur le même plan et c'était la même vision qu'on avait, que ce soit avec Séverine dans le deuxième épisode ou avec Marina dans le premier. Donc merci. On va à présent voir un petit peu les pathologies fréquentes que tu rencontres au cabinet. Quels sont les différents types de patients que tu rencontres le plus souvent? J'ai pas de type de patient, je rencontre tout type de patients, des nourrissons, des bébés, des enfants, des ados, des adultes, des seniors, des grands seniors, des femmes enceintes, des sportifs du dimanche, des sportifs de tous les jours, des sportifs de haut niveau.
On adapte en fait ni plus ni moins les techniques et la prise en charge en fonction de la demande et de la plainte de la personne qu'on a en face de soi. Merci. Donc tu ne penses pas qu'une spécialisation soit nécessaire dans ton activité? Elle peut être nécessaire si on est amené à prendre plus certains types de patients, mais qui dit spécialisation dit moins de globalité, et le principe de l'ostéo, c'est d'être global. Donc on ne peut pas être et global et spécialisé, ça me paraît un peu antinomique. Merci. Et compte tenu du sujet de notre podcast aujourd'hui, quels sont les problèmes ou pathologies liées à la course à pied que tu rencontres le plus souvent dans ta pratique? Et du coup, comment est-ce que tu interviens pour les soulager ou les corriger? C'est une question qui me paraît très compliquée, on peut y répondre de plein de manières différentes. J'essaye de faire bref et d'être assez clair. Sur la personne sportive, il y a plusieurs pathologies selon moi. Il y a tout ce que je vais appeler des pathologies traumatiques. C'est des choses, des blocages, des douleurs qui apparaissent suite à une ou plusieurs blessures qui ont lieu pendant la pratique sportive. Chez le coureur, la cheville qui se tord, le genou qui coince, qui se bloque, on tape le genou par terre, ça peut être la déchirure, ça peut être la tendinite. On peut avoir toutes les pathologies qui sont liées au surentraînement et qui du coup vont plutôt concerner les sportifs réguliers et qui ont souvent un objectif. Ça peut être l'œdème osseux, la tendinopathie, on parle plus de tendinite mais de tendinopathie, c'est un terme qui est un peu plus global. Ça peut être les aponevrosites plantaires, ça peut être tout ce qui est par ce qui apparaît suite à l'usure fréquente et répétée et la contrainte répétée de la même chose. On peut aussi voir cette question d'un autre point de vue en distinguant ce qui va plutôt toucher le pied ou la cheville et ce qui va plutôt toucher le genou, ce qui va plutôt toucher la hanche ou ce qui pourrait toucher au-dessus. En fait, dans tous les cas, le principe de l'ostéo, c'est de la mobilité des structures, donc c'est ce qui va guider à la fois le traitement, mais aussi la prise en charge. Si un patient, un coureur fréquent, régulier, se bloque un pied, ça peut avoir une compensation sur le genou, sur la hanche, mais avant tout, ce qui va m'intéresser, c'est de faire en sorte que le pied fonctionne pour que on décompense et le genou et la hanche, par exemple. Et en fait, ce qui est pour moi intéressant, c'est que quand tout fonctionne bien, la prise en charge, elle peut s'intéresser à tout ce qui va être connexe à tout ça, ce qui peut être l'hydratation, les étirements, l'alimentation. Et c'est là que je pense nos activités se rejoignent et se complètent. Et c'est là que c'est pertinent d'avoir une prise en charge pluripro, par exemple. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi parce que du côté naturo, on regarde plutôt le terrain, mais finalement, on se rejoint en effet. Je constate régulièrement, moi, chez les sportifs que je vais pouvoir accompagner, et plus particulièrement chez les coureurs, un terrain fragilisé par l'acidose métabolique. Et donc, cet excès d'acidité, souvent lié à une alimentation inadaptée ou un entraînement trop intense ou mal récupéré, ou alors qui entraîne une déminéralisation progressive de l'organisme, tout ceci en fait va ouvrir la porte à des inflammations chroniques, des douleurs articulaires, voire une perméabilité intestinale. Donc cela en fait va impacter non seulement la récupération et la performance, mais aussi l'immunité et l'équilibre émotionnel. Donc on revient vraiment sur une vision holistique de la personne. Et sur le plan global, finalement, on observe un épuisement du système nerveux, on peut observer des troubles du sommeil, une difficulté à gérer son poids malgré l'activité physique, et parfois des compensations par des addictions, que ce soit du sucre, du café, les écrans ou autres. Et le mental peut aussi vaciller entre exigence de performance et culpabilité en cas de blessure ou de baisse de performance. Toute la culpabilité qu'on peut avoir quand on est blessé et qu'on doit se reposer pendant X jours ou semaines. D'où l'importance finalement d'un accompagnement holistique qui va intégrer l'alimentation, l'hygiène de vie, la sphère émotionnelle, la régulation du système nerveux. Et c'est là du coup en effet que la naturopathie et l'ostéopathie se complètent parfaitement, je pense. En termes, d'expertise, parce que c'est aussi, le sujet de la conversation, approches-tu les sportifs différemment, de tes autres patients finalement? Par exemple, en termes de seuil de la douleur, de psychologie, d'addiction ou leur capacité par exemple à intégrer des phases de repos, par exemple? Et ben en fait, ça dépend du patient qui est dans le cabinet, qui est sur la table. Parce que le sportif du dimanche, par exemple, sera peut-être plus capable de prendre du repos après la consultation, s'il y en a besoin. Là où le sportif qui a un objectif et une échéance et qui court, mettons, tous les 2 jours, sera peut-être moins à même d'avoir une longue phase de repos.
De la même manière, dans les accompagnements et les conseils que je vais pouvoir donner, je ne donnerai pas le même conseil aux coureurs du dimanche qui courent une fois 1 heure tous les dimanches que celui qui prévoit une course de 160 km dans 3 semaines et qui du coup a certainement des besoins plus spécifiques sur l'hydratation, sur le repos, sur comment améliorer ses phases de repos ou comment gérer une douleur pendant l'effort. Et du coup, la prise en charge est forcément spécifique aux sportifs, mais encore plus à la quantité de sport et aux échéances sportives. OK. Et du coup, finalement, comment un ostéopathe peut-il aider un coureur à améliorer ses performances et sa récupération? Tu as déjà commencé à finalement à le dire, mais Un petit peu, en ouais. fait, l'ostéo, dans la mesure où on apporte de la mobilité sur les structures, si deux pièces osseuses ou deux structures ne fonctionnent pas, on va compenser autour et du coup, on va sursolliciter certaines zones. Le fait de ramener de la mobilité, plutôt que d'être dans cette sursollicitation, on sera dans une sollicitation qui sera plus logique, plus normale, plus physiologique, et donc on fatiguera moins la structure pour réaliser le même effort. Par exemple, si la cheville est complètement coincée, on va peut-être plus forcer sur le genou pour courir et le quadriceps, qui du coup va fatiguer plus vite. A contrario, si la cheville fonctionne, peut-être que le mollet, peut-être que les ischios, peut-être que les muscles du pied vont prendre le relais et que cette même fatigue arrivera, mais au bout de beaucoup plus de temps. OK. Et est-ce qu'il y a des signes qui devraient alerter un coureur et l'amener à consulter un ostéopathe, par exemple? Oui et non, tout dépend comment on voit les choses, si on est dans une prise en charge qui est plutôt préventive ou dans une prise en charge plutôt curative. D'un point de vue préventif, je trouve ça pertinent dans la préparation d'avoir un suivi ostéo qui soit régulier et qui soit à des moments un peu stratégiques, notamment au pic d'activité avant la course. Ça peut être aussi un suivi après la course. Ça, c'est plutôt préventif. D'un point de vue curatif, j'aurais tendance à dire une douleur qui reste présente pendant plus de 3-4 jours ne passera peut-être pas toute seule et que plus vite on la prend en charge et plus vite on retrouve des capacités maximales. OK, donc savoir quand même s'écouter finalement et pas, mettre un mouchoir sur la douleur, quoi. Complètement. OK. J'ai reçu dans un épisode précédent Séverine Pinault, orthopédiste et orthésiste, à la Bourgère, là où nous travaillons, qui nous parlait de déséquilibre postural en lien avec les pieds. L'ostéopathie peut-elle aider à corriger un tel déséquilibre qui affecte la course? Eh ben oui et non. Non, parce que si les appuis sont mauvais, mais que la cheville et le pied fonctionnent, alors c'est pas du ressort de l'ostéopathe. À ce compte-là, il faut plutôt adresser le patient sur quelqu'un de compétent, comme Séverine par exemple, une orthésiste, un orthésiste ou un ou une podologue. Par contre, si le pied présente un blocage articulaire qui peut modifier la dynamique du pied et du coup les appuis, ça entraînera cette compensation dans les appuis. Et à ce compte-là, ça c'est du ressort de l'ostéo. Et on a plutôt des bons résultats là-dessus. Je prends un exemple, pour illustrer, ce sera peut-être un peu plus parlant. On est dans une voiture et notre voiture ne tourne pas à droite. Est-ce que c'est la direction, l'axe entre le volant qui va jusqu'aux roues et que l'information n'est pas transmise aux roues, et à ce moment-là, ça c'est du ressort de l'ostéo, ou est-ce que c'est parce qu'on est toujours dans une voiture qui roule très bien, mais qu'on est sur de la neige ou dans du sable, et qu'à ce moment-là, les pneus sont ou pas adaptés et que les pneus ne tournent pas. Et à ce moment-là, ça ce serait plutôt du ressort de la podo ou de l'orthésiste. Ça peut être aussi les deux, qu'on soit dans une voiture qui n'est pas capable de tourner les roues à droite, en étant aussi dans de la neige ou dans du sable. Et à ce compte-là, c'est une prise en charge qui doit être faite et par de l'ostéo et par de la podo ou de l'orthésiste. Et si finalement c'est un problème de conducteur, c'est encore un autre professionnel de santé? Et si c'est un problème de conducteur, c'est un autre professionnel de santé qui sera certainement un neurologue par exemple. D'accord. Question rien à voir, mais toujours, pour avoir ton expertise, que penses-tu du barefoot running, la course à pieds nus, d'un point de vue ostéopathique? C'est une bonne question, c'est assez à la mode en ce moment. C'est une réponse politique que je vais faire, mais le corps est fait pour du mouvement, donc tant qu'il y a du mouvement, ça le fait. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable de pouvoir faire ce mouvement dans les meilleures capacités possibles. J'ai un enfant qui a 3 ans, qui, comme beaucoup d'enfants de 3 ans, passe son temps à courir à droite, à gauche en permanence, que ce soit pour aller chercher le chien, pour aller chercher un verre d'eau, etc. Euh, avec le temps et avec l'éducation qu'on a, on nous apprend à rester assis tout le temps. Moi, si vous me demandez d'aller chercher un verre d'eau, je n'irai pas en courant parce que je suis vieux et fatigué. Euh, et du coup, à partir du moment où le corps est fait et habitué à un mouvement, je pense qu'on peut le faire. Typiquement pour le barfoot, tant qu'on est câblé pour le faire et qu'on a pris le temps d'y aller progressivement, si on n'était pas avant sur du minimaliste,
c'est possible. Par contre, si du jour au lendemain, on se dit qu'on va courir 42 km avec pas de chaussures ou des chaussures minimalistes, alors que jusqu'ici on courait 10 km avec un drop très important, ça me paraît très compliqué. Pour le dire autrement, si on a l'habitude de conduire une Twingo, c'est toujours facile de conduire une Twingo. Si on a l'habitude de conduire une Porsche et qu'on passe sur une Twingo, ça va nous faire tout drôle. C'est un peu la même chose pour le corps. Maintenant, ça c'est pour le coureur qui est un peu expérimenté, qui a des objectifs. Pour un coureur du dimanche, entre guillemets, quelqu'un qui a plus une activité occasionnelle, les contraintes sont quand même assez importantes pour passer l'un à l'autre, parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut réadapter son pied, parce qu'il faut se remuscler. Et à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose que je conseille, au contraire. Si on est bien dans ses habitudes et que ça ne crée pas de douleur et qu'on n'a pas de pépins, autant ne pas chercher à s'en créer. Merci, et j'aime beaucoup l'image de la Twingo, c'est assez parlant. On va voir à présent le lien avec la naturopathie, même si on a déjà commencé à en parler. En tant que naturopathe, donc comme je l'ai déjà dit aussi, j'accompagne les sportifs de façon holistique pour optimiser leur alimentation, l'hydratation, notamment pour éviter la déminéralisation, hein. Aussi le sommeil, le stress, soulager les douleurs. Tu en as déjà parlé, mais finalement, quelles sont les synergies que tu vois entre nos approches ou des bénéfices pour les patients lorsqu'ils combinent ostéopathie et naturopathie? Ben, on va pas jouer sur la même chose et pas de la même manière. Un ostéopathe va plutôt faire de la structure, là où la naturopathie sera plus sur une prise en charge d'hygiène de vie au sens très large du terme. Une échéance sportive n'est valable que s'il y a de l'entraînement, mais que si surtout on est capable de faire cet entraînement, donc d'avoir une alimentation qui est adaptée, d'avoir des apports en eau qui sont adaptés, avec ou sans électrolytes, d'avoir un apport glucidique suffisamment important, mais pas trop important pendant la course, d'avoir un sommeil qui soit réparateur, etc. Et tout ça, c'est en partie le job de l'ostéo, mais que en partie seulement. Et c'est là qu'on est dans la pluridisciplinarité avec la naturopathie, par exemple. Un coureur qui est surentraîné mais qui est fatigué n'arrivera pas au bout de l'échéance Mm. et de la course. De la même manière qu'un coureur qui est très reposé mais pas du tout entraîné n'y arrivera pas. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux pour arriver à la fin de la course. Et si on a un objectif, que ce soit de distance ou de temps, il faut avoir une prise en charge qui soit globale et qui du coup intègre toutes ces composantes. Tout à fait. On constate aussi dans nos deux pratiques respectives l'impact des émotions sur les troubles physiques. Par exemple, moi, je vais utiliser le décodage biologique pour l'aspect symbolique des ressentis physiques, des troubles ou des blessures, par exemple, la prise de conscience des émotions bloquées. Toi, comment est-ce que tu abordes les émotions en consultation? Bah, l'émotion, je pense qu'elle a un double effet et une double composante. Il y a un effet corporel et un effet psychique, conscient ou inconscient. La douleur, si elle a une composante émotionnelle, il faut pouvoir l'aborder auprès de la personne sans la brusquer. Donc moi, je vais émettre des pistes de recherche ou évoquer des sujets qui peuvent faire écho ou pas, mais c'est pas le cœur de mon métier. Je suis pas spécialement formé là-dedans. J'ai des bases, je suis capable de repérer certaines choses, mais assez vite, je risque d'être en limite de compétences. Et du coup, dans ces cas-là, si je le mets en exergue, si je le remarque, si je le vois ou si je le fais ressortir auprès du patient ou de la patiente, et ben, l'intérêt, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre. Par exemple, un peu comme toi, je vais utiliser les expressions de en avoir plein le dos, de ne pas réussir à aller de l'avant et que du coup ça entraîne une douleur sur le pied. Si ça fait écho à la personne, c'est bien, on l'a identifié, on l'a défini, mais maintenant ma prise en charge peut difficilement aller plus loin que ça. Et du coup, il faut que quelqu'un qui soit compétent et formé là-dedans puisse prendre le relais. Parce que toi, du coup, par exemple, quand tu vois une douleur sur un certain organe ou voilà, des blocages sur un organe, est-ce que tu fais le lien avec une émotion bloquée potentiellement, typiquement? Ben, pour moi, une douleur, elle a forcément trois Mm. composantes. Une composante du corps, une composante de l'esprit, une composante du cœur. Et ces trois facteurs sont en interrelation et jouent dans la douleur et dans l'expression de la douleur. Le fond de mon métier d'ostéopathie, c'est de la mobilité, donc moi j'agis sur la partie corporelle de cette douleur. Évidemment, qu'en agissant sur le corps, on a une action sur le cœur et sur l'esprit, qu'on peut appeler de plein d'autres manières. On peut le regrouper sous un terme de psycho-émotionnel, même si c'est un peu réducteur. Mais du coup, j'ai forcément une prise en charge là-dessus, mais qui n'est pas que axée là-dessus.
Un patient qui est au bord du gouffre, qui est en burn-out, en dépression et qui en plus a des problèmes à la course, il faut traiter cette dépression, ce burn-out, mais ce sera plus du ressort de l'ostéopathie. Oui, on va le mettre en exergue, oui, on va en parler, oui, on peut décoincer des choses, mais on ne peut pas s'arrêter à cette seule prise en charge ostéo. Tout à Je ne sais fait, pas si je merci. réponds à ta question. Oui, c'était plus l'aspect, finalement par rapport à ta formation. Est-ce qu'on, du coup, tu as le déclic de te dire: «Ben, voilà, tel organe, ou telle manifestation physique, finalement, il y a telle ou telle émotion bloquée derrière, potentiellement». Pas par rapport à ma Mmh, formation, parce que l'école nous a formés pour avoir des bases solides, mais qui restent des mmh. bases. Par contre, par mes recherches personnelles et par d'autres formations et des rencontres diverses et variées, oui, on peut mettre en lien beaucoup avec la médecine chinoise ou la médecine énergétique sur, par exemple, la peur et le rein, qui sont souvent en lien. Maintenant, dans mon activité, je vais sonder la personne pour voir si ça peut avoir un impact, mais je ne serai pas à même de décrypter tous les tenants et les aboutissants de ça. D'accord, merci. Un petit peu de prévention et d'hygiène maintenant, hygiène de vie. La naturopathie insiste beaucoup sur la prévention. Du coup, selon toi, quels conseils d'hygiène de vie ou de posture au quotidien pourraient aider à prévenir les troubles du coureur? C'est une question piège. Là encore, je pense qu'il faut spécifier en fonction de la personne à laquelle on s'adresse. Si on s'adresse à un coureur du dimanche ou à quelqu'un qui est plus régulier dans sa pratique et qui a un objectif, pour le coureur du dimanche, je pense que avant tout, il faut insister sur le plaisir. On y va pour se faire plaisir, peu importe la raison, mais il faut qu'on y trouve au moins un peu de plaisir pour y retourner, pour garder cette mobilité et cette activité. Peu importe la vitesse, peu importe le temps, peu importe le nombre de minutes au kilomètre, peu importe tout ça. Et si on a une contrainte à un de ces moments sur quelque chose, ça veut dire pour moi qu'on a un objectif. Et à ce moment-là, on passe plutôt dans le coureur régulier qui court pour un objectif. Et à ce moment-là, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faille prendre soin de soi et que l'entraînement est une chose importante, mais le repos de cet entraînement est une chose peut-être encore plus importante. Et dans ce cadre-là, du repos ou de l'entraînement, il faut se faire accompagner par toutes les personnes dont c'est le métier. Que ce soit des coachs sportifs, des kinés, des ostéos, des naturopathes, des orthésistes, des kinésiologues, de la microkiné, tout ce dont la personne pourrait avoir besoin qui lui permettrait d'être bien dans ses sensations. Ok, merci. On partage aussi une similarité entre l'ostéopathie et la naturopathie, c'est qu'on est des professions qui ne sont pas reconnues comme professionnels de santé. Comment cela impacte-t-il ta pratique et la perception des patients? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on n'est pas inscrit au code de santé publique comme professionnel de santé. Pour autant, moi, je pense qu'on est des professionnels de la santé, dans la mesure où on prend en charge des personnes qui viennent et qui ont des problématiques et qui cherchent des solutions à cette problématique. Euh, je pense que les patients apportent de l'importance à ça, au fait qu'on soit professionnel de santé ou pas, en fonction de la personne qui leur en a parlé et de l'importance que cette personne lui donne. Un médecin qui pense que les ostéos, les naturopathes sont des charlatans, va forcément beaucoup insister là-dessus. Un médecin ou un kiné qui pense qu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire n'en parlera que très peu ou pas, et du coup, on n'insistera pas là-dessus. Pour moi, finalement, euh, j'allais dire peu importe un peu l'avis des autres professionnels, l'essentiel c'est qu'on ait une prise en charge qui soit intéressante pour le patient. Je vais le redire parce que c'est important, mais l'essentiel c'est le patient, c'est pas l'ego du thérapeute ou du médecin ou du kiné ou de peu importe qui. L'essentiel c'est le patient pour que le patient aille le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. S'il faut pour ça qu'on casse un peu de sucre sur notre dos, mais qu'on ait des résultats pour le patient, ben, je pense que c'est un risque qui peut être pris et qui doit être pris. Et finalement, le qu'en dira-t-on, on s'en fout un peu. C'est pas politique. J'irais même plus loin, c'est que en tant qu'ostéo, et je pense les naturaux et toutes les professions non professionnelles de santé, inscrites au code de santé publique, il est peut-être même de notre devoir de parfois réorienter, si on a un doute, vers un médecin, vers un pharmacien, vers quelqu'un qui a les compétences pour, quitte à ce qu'on passe pour quelqu'un du luberlu, mais que ce soit pas de notre ressort et que ce soit un professionnel
validés, certifiés là-dedans qui puissent le faire. Par exemple, si on a le moindre doute, c'est énorme ce que je vais dire, mais c'est le cas, si on a le moindre doute sur une phlébite, il est normal de renvoyer le patient vers un médecin. Quitte à ce que le médecin dise, bah non, pas du tout, votre ostéo a fumé la moquette, vous n'avez pas du tout une phlébite, au moins on en est sûr. Plutôt que de faire l'inverse et de se dire, non mais de toute façon, ce patient ne fait pas de phlébite, et que finalement il en fasse une, et que ça puisse avoir des conséquences dramatiques. Et c'est fréquent et normal à mon sens on puisse faire des comptes rendus à un médecin, à un kiné, à d'autres professionnels qui prennent en charge ce patient pour qu'on aille tous dans la même direction. Si toi, en naturopathie, tu conseilles à la personne d'arrêter de boire de l'eau, je prends des exemples grossiers évidemment, et que moi au contraire je lui dis qu'il faut boire 10 litres d'eau dans la journée, la personne va être un peu entre deux chaises et du coup on n'arrivera pas à savoir quoi faire. Alors que si on est tous les deux à se dire qu'il faut boire, par exemple dans mon exemple, 2 litres d'eau, ben, ce sera plus pertinent, notamment pour la personne qu'on suit. Tout à fait. Moi, je vais pas forcément contacter directement les médecins, par exemple. Par contre, j'incite toujours les personnes que je vois, si jamais je peux avoir un avis un peu différent ou qui complète, bah, d'abord de voir ça avec leur médecin avant d'implémenter le changement, en fait. C'est vraiment important de pouvoir avoir ben, aussi, oui, cette collaboration, encore une fois, avec les médecins ou d'autres professionnels de santé. On va passer à présent à une partie un peu plus légère. Y a-t-il une phrase que les coureurs te répètent tout le temps et qui te fait sourire? C'est pas forcément une phrase, mais c'est plus une attitude. En fin de consultation, il y a toujours le oh là là, mais alors, mais dites-moi, je peux pas courir pendant combien de temps? Je vois pas ce que tu veux dire. Avec un petit air de chat battu, comme dans Shrek. Ça me fait beaucoup rire et c'est souvent ça revient chez tous les sportifs, principalement le coureur. En effet, et moi de mon côté en consultation, ce sera plutôt, les phrases liées à la perte de quelques kilos pour mieux courir ou, les phrases récurrentes par rapport au mal de dos, au mal de pied. Si, quelle est la posture idéale après une grosse sortie running, à ton avis? Canapé ou stretching? Les deux, mon capitaine. Je pense qu'il faut soigner son hydratation et son alimentation, surtout sur une grosse sortie, pour avoir une récupération qui soit la plus rapide possible. Et ça, c'est plutôt toi qui pourras donner conseil. Maintenant, d'un point de vue purement mécanique, il faut les deux. Il faut une phase de repos importante, mais il faut aussi pouvoir garder du mouvement qui ne soit pas trop contraignant et qui peut être notamment favorisé par les étirements, par exemple. OK. Sans dévoiler de secret, toi-même tu cours. Est-ce que tu as des conseils en off à partager qu'il ne faudrait pas qu'un ostéo entende? Hum. C'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Donc je vais pas dire quoi que ce soit, parce que mon ostéo, s'il écoute ce podcast, s'arrachera les cheveux. Moi, je pense qu'il faut surtout s'écouter et se faire confiance. Personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Si on pense qu'on est capable de le faire, c'est certainement qu'on est capable de le faire. Mais par contre, à contrario, si on se sent fatigué ou pas bien, c'est peut-être que le corps nous fait dire qu'on est fatigué ou pas bien et qu'il ne faut pas trop pousser la machine. Le corps parle, comme on dit souvent en consultation de Carrément. naturopathie. À présent, on va voir, se tourner un petit peu vers l'avenir. Comment vois-tu l'évolution de l'ostéopathie dans les années à venir et quelle place pourrait y occuper une approche plus intégrative avec des disciplines comme la naturopathie? Bah, tout à l'heure, on était dans les questions plutôt légères, on arrive dans les questions qui fâchent. Et bim! Je pense qu'on est plutôt mal parti. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'ostéopathes, beaucoup d'ostéopathes. Le marché est de plus en plus saturé. Il y a plein d'ostéopathes qui fonctionnent très bien et plein qui ne fonctionnent pas. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont dans des endroits où il y a beaucoup trop de monde. Je connais pas les chiffres précis, mais grosso modo, presque un quart des ostéos arrêtent leur activité par faute de moyens. Et il y en a beaucoup qui ont deux jobs, un ou plusieurs jobs à côté pour pouvoir vivre. Maintenant, je pense qu'on est dans un contexte médical compliqué, avec une pénurie de médecins qui se fait de plus en plus sentir, et que l'ostéo a une place dans la prise en charge globale des patients, que ce soit par la prévention, que ce soit sur le fait de dépister certaines choses, de relancer vers d'autres professionnels. Euh, on est un peu à un carrefour et les prochaines années nous diront si on intègre pleinement le cadre du soin en France
ou si on reste un peu de côté et Imhotep. Imhotep. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer du coup dans ce métier? Qu'il faut s'armer de pas mal de courage et de patience, déjà pour survivre aux études, qui sont quand même assez denses, et ensuite pour s'installer et pouvoir vivre de son art ostéopathique. Ok. Est-ce que on a couvert tout ce que tu aurais aimé dire par rapport à ton métier, ta pratique? Il y a plein de choses à dire sur l'ostéopathie parce qu'il y a à peu près autant d'ostéopathies que d'ostéopathes. Donc tout couvrir, on peut, mais ce podcast durera 40 heures, 45 heures. Je pourrais en faire plusieurs numéros. Pas de souci. Globalement, oui, on a abordé la plupart des points essentiels. Je reviendrai juste sur un truc dont on n'a pas parlé, c'est les techniques en ostéo, où il y a les techniques qui font craquer, qui font peur, et les techniques qui ne font pas craquer. Euh, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique, comme dirait quelqu'un qui a le même prénom que moi. Je pense que du moment qu'elles sont faites par la bonne personne et dans le bon contexte, toutes les techniques sont bonnes. Il suffit de trouver celle qui nous convient le plus. Mais il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui est un ostéo qui fait craquer ou de ne pas avoir peur d'un ostéo qui ne fait pas craquer. Les deux sont différents, complémentaires et fonctionnent. Merci, en effet, c'est un bon point parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser régulièrement quand on va voir différents ostéos. Avant de terminer, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ou en apprendre davantage sur tes services? Eh ben, je suis disponible au cabinet, à la Bourgère, à Dolomieu, à côté d'une super naturopathe et d'une super orthésiste, que je ne citerai pas. J'ai aussi une page Facebook pour le cabinet, sur laquelle je suis pas très souvent, mais on peut me contacter par SMS, par mail, par Doctolib ou tout autre moyen, avec plaisir. Merci Edouard infiniment d'avoir pris le temps de participer à cet épisode et pour cet échange riche, accessible et passionnant. J'espère que cet exercice un peu différent de tes consultations habituelles ne t'a pas trop bousculé ou voilà. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, de croiser nos regards sur la prise en charge des coureurs et de montrer à quel point ostéopathie et naturopathie peuvent se compléter pour mieux accompagner chacun dans sa pratique sportive. Merci Edouard. Merci à toi. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis, chers auditeurs, de mieux comprendre l'intérêt d'une prise en charge globale pour les sportifs et plus particulièrement les coureurs. Ce que l'on retient, c'est que l'ostéopathie, tout comme la naturopathie, cherche à comprendre l'origine d'un déséquilibre et accompagner la personne dans sa globalité, corps, mental, hygiène de vie et émotions. Les douleurs ne sont jamais là par hasard et la performance durable passe avant tout par l'écoute de soi, la prévention et la régularité dans les bons gestes. Si vous êtes coureur régulier ou simplement adepte de l'activité physique, prenez soin de vous. Une bonne hydratation, une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil réparateur, des phases de repos et des consultations préventives. Et bien sûr, ne culpabilisez pas de ralentir, de vous adapter ou de demander de l'aide. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis sportifs, à laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute et à suivre le podcast pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt dans un prochain épisode d'ailleurs de Naturologie et d'ici là, courez, respirez, amusez-vous, surtout restez à l'écoute de votre corps.